L'invité de ce jeudi chez Agora, ici télévision, M. Christophe Candello, qui est poète haïkiste, qui siège au conseil d'administration de la Société littéraire de Laval. Il est aussi membre de divers jurys, dont le prix intercollégial de poésie du Québec. Il est apparu dans la 6e anthologie de la poésie de Jacques Basse, dans l'anthologie Poésie du Monde en 2020, aux éditions du Cygne, ainsi que dans la Tour du Monde de 24 heures en poésie. Il est récipiendaire du premier prix littéraire de la revue La Bonne Onde de l'Université de Québec à Chicoutimi, deuxième prix Max Rouquier. Il est directeur général de la collection Magma Poésie chez Pierre Turcotte, éditeur. Pieds nus dans l'âme est son 6e recueil de poésie. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Monsieur Christophe Candello, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci, merci de l'invitation. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous recevoir, d'autant plus que j'ai tous vos livres avec moi là. On va les montrer au fur et à mesure. D'abord, j'aimerais avoir une idée sur votre approche d'écriture. Quand je vous ai lu, c'est d'une transparence, mais beaucoup de diversité. Quel est le regard que vous portez sur votre approche d'écriture? Comment est-ce que vous vous définissez à ce niveau? En fait, tout au long de mon parcours, qui maintenant dure depuis 30 ans, j'essaye de chercher la lumière. Mon chemin, c'est un chemin comme tous vers l'harmonie. Donc, à travers certaines questions, je pose des questions par rapport à notre conception de l'autre, notre conception de l'univers, aussi notre conception de Dieu, comment on le voit, quelle est notre vision par rapport à la vie en général. Donc, à travers chaque recueil, puis je pense que chaque fois, j'écris un peu le même recueil, mais de façon différente. C'est une quête. C'est une quête de l'humain et c'est une quête de l'univers. Puis la poésie, c'est le questionnement. C'est toujours un questionnement perpétuel, éternel, sur les choses de la vie et sur ce qui nous préoccupe aussi, quelque part. Je vais récapituler avec vous au niveau de vos livres que j'ai ici. Alors, le premier, c'est Les Jours Fragiles, édition du Norrois, que vous avez publié donc en 1997. Est-ce que c'est bien lui? Donc, Les Jours Fragiles, c'est bien lui. Donc, il est publié chez les éditions du Norrois, collection initiale, avec des gouaches de Yves Boulian, Les Jours Fragiles. Ça, c'était votre premier. Voulez-vous nous en parler? Oui, ça, c'est mon tout premier recueil. Puis je voudrais rapidement toucher un mot par rapport à Normand de Bellefeuille, car quand je suis arrivé au Québec, grâce à l'UNEC, c'est lui qui m'a parrainé. Normand de Bellefeuille. Et c'est grâce à lui que j'ai écrit ce livre-là. Qui vient de décéder malheureusement. Oui. Et il a été d'une grande importance pour moi et pour beaucoup de poètes, beaucoup de monde pour la littérature québécoise en général. Donc c'est lui qui m'a encouragé à écrire, c'est lui qui m'a fait travailler ces textes-là et c'est lui qui m'a incité à les proposer donc aux éditions du Norrois. Excellent. Donc ça c'est votre premier, suivi de L'ailleurs éparpillé, qui est lui là, il est en format poche, mais j'adore les livres qui sont comme ça là. On peut le tenir là, à bout de main, à coup de main même, comme ça. Puis ça rappelle un peu la vie ailleurs, mais là c'est L'ailleurs éparpillé. C'est quoi la thématique exactement? C'est la suite des Jours Fragiles en fait. C'est la suite, ok. Les Jours Fragiles évoquaient la perte d'un être cher, et L'ailleurs éparpillé parle du tremplin quand on passe donc de la perte à la réconciliation avec la vie. Avec la vie, excellent. Puis on passe après à La Seconde Résurrection, publiée chez les éditions du Cygne, une maison d'édition qui s'intéresse à la poésie francophone, que voici, La Seconde Résurrection. C'est pas la première, c'est la seconde, quelque part. C'est quoi la thématique, justement? Ça, c'est le livre que je préfère et c'est le livre qui a été écrit le plus facilement pour moi. Tout était simple parce que je pense que j'étais arrivé à une période de ma vie dans une certaine sérénité et quiétude et c'est justement de quoi je parle. L'atteinte de la quiétude, l'atteinte de la paix intérieure, l'atteinte de la sérénité. Puis quand je lis ici, les apparences nous habillent d'épines et de roses, que croire de nos croyances? Éternel questionnement, justement, que croire de nos croyances? Et qu'il y a une portée philosophique quelque part. On ne sait pas quoi croire, mais à la fin, on finit par croire à quelque chose qui nous est inhérent à notre essence, à notre être, à notre âme, à notre cœur. Je vais enchaîner avec Le jour qui s'attarde. Christophe Candello, aux éclats d'encre. Une magnifique maison d'édition, malheureusement disparue parce que la propriétaire est décédée. Là, j'ai décidé de me détacher de moi-même et donc, par mes lectures, je suis tombé en admiration de deux grandes poétesses qui sont Anicet Kols et puis Dorothea Montea Sanchez. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre pour leur rendre hommage et ça a été un grand plaisir. Et
par la suite, en 2018, Anis Écoles a même reçu le prix Goncourt de poésie. Donc, magnifique. Ça m'a prouvé que je ne m'étais pas trompé. Donc je voulais faire connaître et puis faire perdurer leur œuvre à travers ce petit recueil-là. Un hommage, puis 3 vers, écoutez ça. Le livre se referme avec toi, des images et l'écho, caracole dans le jour qui s'attarde. Entre lettres et l'oubli en 2021. Pierre Turcotte, éditeur, on va parler de votre engagement avec Pierre Turcotte, éditeur, Entre lettres et l'oubli. Absolument. Ça, donc, c'est le livre qui m'a remis donc, à la poésie. Je m'étais éloigné un certain temps pour la vie professionnelle. Et là, avec la pandémie, j'ai décidé de me remettre à lire et donc, par de fait, à écrire. Donc, justement, là, j'ai recommencé ma quête, la quête incessante de la beauté, la quête de la lumière, la quête de l'éclat. Excellent. Puis, là, remarquez, là, c'est toujours les couvertures suivies de la profondeur des titres qui donnent quelque part une essence et une touche magnifique, ce vert-là. Puis, on voit aussi la qualité du papier. Très bien. Alors, bon, là, remarquez, on a fait le tour vite là pour aboutir finalement à Pieds nus dans l'âme. Et là, c'est votre tout dernier. C'est mon dernier recueil, oui, absolument. Et publié chez Pierre Turcotte, éditeur. Puis, il est fascinant le titre là. Ça me rappelle un titre de ne rentre pas dans mon âme avec tes pieds. C'est écrit par la poétesse Sino, Natacha. C'est quoi la thématique justement? Le voyage. Donc, pieds nus, ça nous rappelle la naissance, la nudité, le voyage incessant vers une spiritualité, vers la nature, tout simplement. D'ailleurs, il y a un grand passage aussi qui parle de l'immigration dans ce livre-là. Ok, donc c'est une quête spirituelle aussi. Absolument. Dans ce livre avec des questionnements préférents. Pieds nus dans l'âme, Christophe Candello, c'est le tout dernier de mon invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, que j'accueille chez Agora, ICI Télévision. Bon, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. On parle poésie. Aujourd'hui, c'est intéressant de parler poésie. La poésie, comme l'a défini quelqu'un un jour, c'est le seul genre littéraire qui peut tenir le monde en paix. Mais c'est encore. Ou bien, mais encore. Là, parce que le questionnement demeure toujours. On vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle poésie et mon invité d'aujourd'hui, c'est Christophe Candello, qui est poète et puis qui a participé à des jurys, qui est là avec nous pour présenter ses livres, mais surtout son tout dernier, publié chez Pierre Turcotte, éditeur, collection Magma, poésie pieds nus dans l'âme. Il y a cette préface faite par Alain Bergeron, je pense, Chantal Bergeron, justement, qui dit que Pieds nus dans l'âme est une poésie qui s'empare de l'espace. Oui. Et de tous les espaces, corps, pensée, terre, ciel, dans quel sens justement? Justement, c'est exactement ça. Ma quête part de l'individu, de la migration, du pays. Oui. Il y a beaucoup de nordicité dans ce livre-là, et s'en va vers l'ailleurs, comme le suggèrent d'ailleurs les titres précédents. Donc, je recherche la beauté, je recherche la lumière, je recherche une certaine forme de vérité, même si la vérité n'existe pas. Et relative. Et relative. Et les textes s'enchaînent pour nous amener, je l'espère, sur un chemin qui nous amènera à une certaine clarté. Excellent. Il y a aussi une présentation du livre là qui est assez convaincante, je veux dire. Il y a un parcours initiatique de poème en poème, chemine entre ombre et lumière. Vous venez justement de parler de la lumière, la nature, des paysages intimes. Puis, à la lecture de vos textes, j'ai senti comme une voix réflexive qui nous parle. Il y a une voix méditative qui s'adresse au lecteur à la lecture de la poésie de Christophe Candello. Comment est-ce qu'il faudrait comprendre le rapport à l'autre dans vos textes en général? Je pars d'un état de fait. Je pense que j'ai écrit ce livre-là en 2023, donc c'est tout récent. La situation n'était pas extraordinaire sur la planète. Oui. Donc je pars de cet état de fait, puis j'essaye de rapprocher les gens. Je pense que le rôle de la poésie, c'est de rapprocher les gens, de faire un lien entre eux. La poésie peut suggérer, peut susurrer, mais aussi elle peut crier. Oui. Je pense que c'est un instant où on peut s'arrêter, où on peut réfléchir et on peut créer du lien.
Je regarde aujourd'hui les sociétés, puis j'ai l'impression que c'est une juxtaposition de personnes qui se rendent compte que peu, en fait. La poésie, elle peut créer ce lien-là. Elle peut dire, arrêtons-nous, réfléchissons, allons chercher dans notre réflexion quelque chose, qu'est-ce qui nous unit? Et quand je parle de tous les espaces, c'est exactement ça. Ça peut être les espaces physiques, mais aussi les espaces mentaux ou spirituels. Très bien. Et c'est là, justement, la profondeur de la poésie, c'est de pouvoir aborder toutes les thématiques. Regardez ces titres-là, il y a une telle diversité, là. Au plus tendre, ce nord qui imprègne, nous serons doute, la candeur des doigts tendus, ce matin, sur le chemin, hier, sous les paupières audacieuses, etc. Il y a beaucoup de titres qui vont d'une thématique à l'autre. Il y a ce rapport cosmique aussi dans vos textes, mais surtout un rapport à la diversité, aux êtres et aux passerelles que les êtres devraient tisser entre eux, ou qu'il faudrait que la poésie et les gens qui écrivent la poésie puissent tisser justement entre eux et les êtres humains à travers la poésie. Cet extrait, dans ce texte, qui est ceci, ne sommes-nous que passerelles entre les humains, pont suspendu au-dessus de l'indifférence, un jardin pétri de diversité. Si peu nous est offert pour ouvrir un passage qui nous guidera de l'anatomie à l'âme des nuages, aux oiseaux, de soi à nous. Commentaire. C'est exactement ça. On vit à Montréal. Montréal, c'est une ville où, le Québec en particulier, où il y a des gens qui arrivent de partout. On est capable de bien fonctionner avec quelle que soit notre origine, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion ou pas de religion, c'est pas si important. Et donc, je trouvais que c'était important de souligner, à partir du moment où on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, à quel point la fraternité est importante, l'humanité est importante. L'humanité puis la spiritualité sont au cœur de ma vie, donc ils sont aussi au cœur de la poésie. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, en ouvrant les yeux et en allant les uns vers les autres, et pas les uns contre les autres. Exactement. Et puis, est-ce que vous attendez l'inspiration pour écrire? Non, je crois à la dynamique de l'écriture. Donc, je sais qu'il y a le concept de talent ou d'inspiration innée, mais je ne crois pas à ça. Je suis en lien avec beaucoup d'auteurs à cause de la maison d'édition, puis je sais que tout le monde travaille très très fort. Donc, chaque jour, je lis. Je pense qu'il n'y a pas d'écriture sans lecture. C'est ce qui fait que l'écriture, qui est un acte solitaire, un acte de solitude, est aussi une solitude partagée. On rentre dans l'univers de quelqu'un d'autre, c'est là que ça nous inspire. Mais ça peut être aussi la vie de tous les jours, les événements un peu partout dans le monde. On prend des notes. Puis à ce moment-là, on travaille, puis on retravaille, puis on laisse le texte reposer, puis on le reprend. Donc c'est vraiment une dynamique d'écriture. Puis j'aime pas forcément parler de travail, mais c'est quand même un exercice récurrent là qui. Donc est-ce que c'est un exercice quotidien pour vous? Quotidien, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un jour de vacances. De toute façon, pour moi, la poésie, c'est pas du travail. Donc il n'y a pas un jour où je me repose de ça, ou que c'est un plaisir. Je dirais même que viscéralement, j'en ai besoin. Et qu'est-ce qui vous émeut, Christophe Candello, le plus dans l'acte d'écrire un texte poétique? C'est de rejoindre l'autre. Pendant longtemps, j'ai écrit pour moi, et à un moment donné, il n'y a rien de plus beau pour un auteur que de voir quelqu'un apprécier son texte. Ça, c'est valorisant pour tout le monde, mais c'est aussi de lui donner une vie, de lui donner une interprétation que peut-être on n'avait pas vue et qui était là. C'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Donc, ça nous permet d'entrer en communication, ça nous permet de transmettre quelque chose, ça nous permet de recevoir quand on lit. Oui. Donc c'est cet échange qui est vraiment incroyable. Qui est enrichissant, hein, justement, avec l'autre quand on discute, justement. Puis, pour vous, ça a toujours été de la poésie. Est-ce que vous êtes essayé à d'autres genres littéraires? J'ai écrit quelques récits, mais qui sont restés dans mes fonds de tiroir. Dès le début, c'était la poésie, et 30 ans plus tard, c'est encore la poésie. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui m'allume. Puis, en parcourant vos textes, là, c'est de la poésie libérée, mais chantante, elle chante. Oui. Le rythme est important, la sonorité est importante. Oui, le plaisir que le lecteur peut avoir à le lire à tête reposée, en silence ou à voix haute, c'est important aussi. Puis est-ce que vous pensez qu'on peut commencer par de la poésie libérée, là, sans faire un passage rapide vers la poésie classique? Je pense que les deux sont possibles. C'est sûr que si on se berce de poésie classique, ça va nous aider, mais on peut commencer aussi par une certaine poésie libérée. Aujourd'hui, la poésie, c'est comme
l'acte de laisser tomber les contraintes et d'aller vers la liberté, d'aller vers une liberté d'écriture et une liberté de pensée. Excellent. Je suis en train de feuilleter, mais il y a beaucoup de choses à dire. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. J'accueille Christophe Candelo, poète, et qui fait beaucoup de belles choses, justement, au niveau de Pierre Turcotte, éditeur, puisqu'il dirige une collection. On revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, on parle poésie avec mon invité ce jeudi, Christophe Candelo. J'ai tous ses livres avec. Bon, alors là, comme je vous ai présenté au début, membre de plusieurs jurys, vous êtes avec la Société littéraire de Laval. Vous avez eu des prix aussi. Puis vous êtes membre d'un prix, prix de poésie, journal Métropole. Exactement. Voulez-vous nous en parler? Absolument. C'est un prix que c'est une idée originale de Ricardo Langrois, le journaliste. Et donc, on a fondé ce prix-là l'année passée avec la collaboration d'Alain Clavé, qui est le propriétaire du journal La Métropole. Et donc, on décerne un prix de poésie annuellement au Québec, donc pour la poésie québécoise. Francis Catalano a été le premier prix l'année passée. Et cette année, les finalistes vont être bientôt annoncés, les 6 finalistes. Et donc, la remise du prix aura lieu au mois de mai, donc au Tambour de Sainte-Cat à Montréal. Excellent. Est-ce qu'il y a un site web pour les gens qui seraient curieux de rentrer voir Il n'y a pas de site web, mais par contre, vous pouvez regarder le journal La Métropole. Il y a des informations qui passent sur de le journal temps en La temps. Métropole. Absolument. Très bien, parfait. Je vais vous demander dans un premier temps de participer, un extrait donc du livre Pieds nus dans l'âme, si vous voulez bien, nous mettre au parfum, donc d'un extrait pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Parfait. Au Canada. Je vais commencer avec ce poème qui est le premier du recueil, qui parle des gens qui nous ont précédés. Nos ancêtres vagabondent à nos côtés. Nous connaissons leurs visages, souvent, mieux que les nôtres. Ils apparaissent dans la prunelle des enfants ou dans les gestes de l'âge, lourds à porter, troubadours d'une musique, enceinte d'autrefois. En parlant de nos ancêtres, on parle du passé quelque part, Absolument. Du patrimoine. Du patrimoine, parce que c'est un adage connu, mais si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Donc je pense que c'est important aussi, dans une société actuelle qui est rapide, qui est la société de l'instantané, de ne pas oublier ceux qui nous ont précédés, qui nous ont permis d'être là. Mais c'est malheureux parce que la génération présente, là, en leur parlant de nos ancêtres du passé, ce qui compte pour eux, c'est le présent. Ils sont comme futuristes, nos enfants. Ils sont futuristes, mais j'ai bon espoir qu'avec l'âge, ils n'oublieront pas d'où ils viennent. Ils vont s'assagir, exactement. Ils n'oublieront pas d'où ils viennent. Est-ce que vous pensez que la poésie devrait être lyrique avant d'être une poésie engagée? Je pense que la poésie est multiple, donc chacun peut aller dans la voie qui lui convient. Ce qui est important pour moi, c'est que la poésie nous rejoigne. Donc, ça peut être une poésie du lyrisme, ça peut être une poésie surnaturelle, ça peut être aussi une poésie avec un message à passer. L'important, c'est qu'elle nous rejoigne. C'est qu'elle puisse nous rejoindre, nous toucher, nous émouvoir. Peut-être juste une autre façon de poser la question, parce que rarement des personnes qui sont des poètes ou des romanciers veulent aller dans l'arène politique. Pensez-vous que c'est si évident que ça? D'être des élus municipaux qui travaillent dans la politique ou députés fédéraux. C'est extrêmement difficile et je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas d'importance. Ils sont très importants et c'est tout un travail. Et c'est difficile de convaincre les gens dans notre propre famille. Imaginez de convaincre une population entière. Donc ils ont tout mon respect. Oui, c'est une question de choix. Donc quand vous dites... On va parler de Pierre Turcotte, éditeur. Je vais prendre le livre si vous le permettez. Puis vous dirigez cette collection Magma Poésie. D'abord, voulez-vous nous parler de cette maison d'édition et puis quand est-ce qu'elle a été créée La maison a été créée par Pierre, donc il y a quelques années. Lui, il a fait une carrière en musique et ensuite il a décidé, donc, parce qu'il aimait la littérature, de créer cette maison-là. Et donc la collection Magma Poésie que je dirige est la première qu'il a créée. Il y en a d'autres qui sont pour le récit, le roman, la nouvelle. Il y a une collection LGBTQ, etc. Mais la collection Magma Poésie
pour moi, qui m'en occupe, c'est notre fleuron. Et donc, on va chercher des auteurs partout dans le monde, Oui, des poètes de la francophonie. On a des auteurs du Sénégal, on a des auteurs d'Haïti, oui. on a des auteurs du Québec, de France, de Belgique, etc. On a des textes en russe, en italien, en allemand. Donc, Magnifique. pour nous, c'est très important de rejoindre tous les auteurs un peu partout et les lecteurs, évidemment. Poésie francophone. Pour ma collection, c'est la poésie francophone. Magnifique. Mais Pierre Turcotte éditeur, c'est une édition trilingue, là. Donc il y a le français, l'anglais et l'espagnol. Puis, Magma éditeur, est-ce que c'est la seule collection ou est-ce qu'il y a d'autres collections chez Pierre Turcotte éditeur? Non, il y en a d'autres. Il y a, comme je vous disais, Encre Bleue qui fait Encre le Bleue, récit, le roman, etc. Il y a même une édition bilingue là, qui favorise l'apprentissage des langues. Puis il y a la collection aussi des prix Nobel, donc les gens qui ont gagné des prix qui sont réimprimés chez Pierre Turcotte éditeur. Magnifique. Puis les gens donc, qui veulent vous envoyer des manuscrits, est-ce qu'ils doivent aller sur le site? C'est quoi le courriel? En cas où, on ne sait jamais. Là. Bah, c'est juste Pierre Turcotte éditeur. Dès que vous rentrez Pierre Turcotte éditeur sur un moteur de recherche, vous allez tomber sur le site de Pierre et là, vous pouvez appliquer. Il y a les façons de soumettre vos manuscrits ou de commander des livres. Excellent. On est une maison d'édition digitale et aussi livre papier. Excellent. Comment trouvez-vous la présence des maisons d'édition spécialisées dans la poésie au Québec et au Canada? Je trouve que c'est très riche. On est privilégié d'être au Québec et au Canada parce que si je regarde avec ce qui se fait ailleurs, vu que nous, on diffuse un peu partout dans le monde, par rapport au volume de population, c'est très, très riche. Autant le nombre de maisons d'édition, le nombre d'auteurs, mais la qualité aussi des auteurs et des autrices. C'est vraiment impressionnant et donc on est privilégié. J'encourage d'ailleurs tout le monde à aller lire de la poésie. On a un marché de la poésie qui est à Montréal, puis on a beaucoup de festivals. Mais est-ce que ça vend? Parce qu'il y a des gens qui posent cette question des livres, de la poésie, et si ça se vend beaucoup ou pas. Écoutez, je vous mentirais en vous disant qu'on vend des milliers de livres, mais on en vend quelques centaines. On en vend quand même. Le Salon du livre de Montréal, c'est quand même un lieu et un rendez-vous où il est impossible de ne pas vendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens curieux, là. Beaucoup de gens qui sont passionnés de littérature. Donc, on ne vient pas au salon juste pour voir, là. Les gens consacre un petit budget. Puis le livre papier est toujours présent. Toujours présent, c'est bien important. Est-ce que vous, le choix du livre papier numérique, est-ce que c'est un choix là qui vous interpelle ou bien vous avez toujours une préférence pour le livre papier? Ben, je suis de la génération du livre papier. J'aime l'objet, j'aime le tenir, le sentir, le regarder. Mais je suis aussi de mon temps. J'ai des enfants et je vois que pour eux, les tablettes sont prioritaires. Puis comme ils me disent, ils peuvent partir en voyage avec 400 livres. Moi, je ne veux pas. Donc, je pense que les deux se complètent. Les deux se complètent. Il y a une complémentarité. Christophe Candelo, mesdames et messieurs, qui a été mon invité de ce jeudi chez Agora. Son tout dernier, Pieds nus dans l'âme, qui a été publié chez Pierre Turcotte, éditeur, collection Magma, poésie. Merci Christophe d'avoir été parmi nous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre continuel intérêt et de votre fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous le jeudi prochain chez Agora, à ICI Télévision, toujours dans le contexte du livre, dans le contexte de la culture, de la littérature, mais aussi de l'actualité, de la politique. Merci et à jeudi.